Bonjour, je vais corriger l'exercice 8 du TD18. Alors, on va commencer par regarder l'énoncé. Voici. Donc, on étudie le moteur asynchrone. Le fonctionnement de ce moteur, vous avez un champ magnétique tournant à la pulsation oméga 0 t. Enfin, pulsation oméga 0. Non, c'est oméga 0 t. Ça veut dire qu'il y a des bobines qui ne sont pas représentées qui créent ce champ magnétique tournant par le stateur. Et vous avez le rotor, alors lui il est représenté du dessus, qui est constitué d'un certain nombre de spires et qui tourne lui à une vitesse angulaire de rotation différente. C'est pour ça qu'on l'appelle le moteur asynchrone. En fait là je suis en train de répondre à la question. Et ce qu'on va montrer, c'est qu'il y a un moment moyen qui est non nul, qui s'exerce sur le rotor. Donc ça fait office de moteur. On verra également que ça peut faire office de générateur. Alors, on va commencer tout de suite la résolution. Voilà, exercice, exercice 8, TD 18. Voilà. La première question, c'est, je viens en fait de la faire. Ça, hop, elle est ici. Montrer qualitativement comment un régime permanent de rotation, ça fonctionne en moteur, et justifier le nom de moteur asynchrone. Donc la question, pour répondre complètement à la première question, on utilise la loi de modération de Lenz. Lorsque le champ magnétique tournant, enfin, la bobine va toujours s'arranger pour s'opposer à la variation du champ magnétique lorsqu'il tourne. Et donc, une solution, c'est que le rotor tourne à la même vitesse angulaire que le champ magnétique. Alors on verra que ça c'est pas possible lorsqu'on exerce un moment nul sur le moteur. Mais en tout cas, on peut justifier rapidement qu'effectivement ce truc-là ça tourne. Question petit b, on va déterminer le flux puis l'intensité I qui traverse les bobines. Voilà. Alors, c'est parti pour la question petit b. C'est pas la question petit a. Petit b. Donc, le flux qui traverse le bobinage, c'est simplement, donc je vous rappelle la définition du flux, hein, c'est l'intégrale de b scalaire d 2s sur une surface qui s'appuie sur le contour, enfin, sur le circuit électrique en fait. Et la surface, elle est orientée. Et alors, comment est-ce qu'on l'oriente? En fait, on utilise la règle de la main droite. On place les quatre doigts de la main dans le sens de circulation du courant et le pouce indique dans quel sens est orientée la surface. Alors ici, c'est assez simple. Le champ magnétique est uniforme. Il dépend du temps, mais il est uniforme. Les spires, elles sont parfaitement planes. Il y en a n, donc ça fait n fois B0 fois S fois le cosinus plus alpha moins oméga 0. En fait, là, ici, ce qu'on voit ici, c'est la différence des deux angles. Je vous montre l'énoncé. Voilà, on voit sur le schéma, c'est oméga t plus alpha moins oméga 0 t. C'est la différence des deux angles. Donc, ouais, ouais, c'est bon. Voilà, j'ai calculé le flux et pour calculer l'intensité I, en fait, il me faut un circuit électrique équivalent. Voilà, je vais l'écrire en vert, donc le circuit électrique équivalent. Donc, ce que j'ai dans mon circuit, j'ai déjà une résistance. Forcément, le fil, même si c'est du cuivre, hein, qui a une très bonne conductivité électrique, il y a quand même une résistance. Il y a forcément un bobinage, donc je vais le modéliser par une bobine.
Donc ça tient compte du flux du champ magnétique, du flux propre. Hein, donc la bobine crée son propre champ magnétique, donc sa propre induction, et on le modélise comme ça. Et ensuite, il y a la force électromotrice grand E. Alors, pour y arriver, ce qu'il faut faire absolument, c'est orienter mon circuit électrique, hein, orienter l'intensité dans le circuit électrique, et E est dans le même sens que l'intensité. Je suis en convention générateur, et E, qui est dû aux contributions du champ magnétique extérieur, c'est moins d2φ, c'est le watt faradien. Extérieur. La contribution due au flux propre, en fait, elle est déjà incluse dans la bobine. Le fait qu'on ait mis une bobine dans le circuit. Voilà, donc c'est parti. Si il n'y avait pas la bobine, donc si j'enlève la bobine, imaginons, allez, un instant, hop, je fais ça, pas de bobine, eh bien l'exercice il est très très simple. Hein, parce que si E, ici on a RI, c'est égal à plus E, ça fait 0, et on calcule la dérivée temporelle du flux, et on a immédiatement I. Le fait de rajouter une bobine, bon, ça complique un petit peu le, le tout. On écrit loi d'Emaille, loi d'Ohm, loi pour la bobine, ça donne, et on passe, allez, je l'écris RI, plus, alors RI, s'il est comme ça, RI est comme ça. IL D2I sur D2T, il est comme ça. Donc ça fait RI plus LD2I sur D2T, c'est égal à E extérieur. Et je calcule tout de suite la dérivée. Je calcule la dérivée de ce truc-là, et ça donne... Alors, quand le cosinus, je fais oralement, quand je dérive le cosinus, ça fait apparaître un signe moins, ça fait moins sinus, mais avec le moins qui est déjà là, ça va donner un signe plus. Donc finalement, ça donne N B0 S, que je noterai dans la suite phi 0, hein, c'est une indication de l'énoncé, oméga moins oméga 0, sinus oméga moins oméga 0 et plus alpha. Bon, je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Normalement, c'est bon. Hein, on voit bien ici que ce qui est en facteur du temps, hein, c'est pas oméga, c'est pas moins oméga 0, c'est oméga moins oméga 0. Donc c'est bien ce terme-là qui sort. Donc je pense pas avoir fait d'erreur. Et donc maintenant je passe en complexe. Alors pourquoi je fais ça? C'est simplement quand je regarde cette équation différentielle, ben je vois bien que je suis en régime sinusoïdal forcé, hein. Regardez le second membre, c'est bien une fonction sinusoïdale du temps. Donc en fait, je peux faire l'étude en régime sinusoïdal forcé. Donc ça nous donne, je continue en rouge du coup. Euh, je vais faire un petit, hop, je recopie. Alors je recopie parce que je suis pas sûr que quand je vais exporter le document, ça soit ce qui est en dehors de la partie grisée, ça passe. Je le recopie rapidement. Voilà, comme ça, on est tranquille. Et ce truc-là, je vais donc passer en passage en complexe. Ce truc-là, je vais l'appeler oméga. Parce que je vois que la pulsation, là, ici, c'est pas oméga 0, c'est la différence. Hein. Donc à partir de la suite, c'est la pulsation, c'est grand oméga. Je passe en complexe, ça donne RI plus
L oméga, grand oméga, phi 0, grand oméga, et le passage en complexe de sinus, c'est j exponentielle, enfin moins j exponentielle, moins j oméga t, plus alpha. Et donc j'en déduis I qui vaut phi 0, oméga, moins j, exponentielle j, oméga t plus alpha, et je divise par R plus L oméga. Alors c'est pas le résultat, c'est pas la réponse à la question posée, hein, mais parce que ce qu'on vous demande dans l'énoncé, je vous montre, c'est de trouver psi et I0. Hein, le psi et le I0 qui sont là. Donc on vous impose la forme de l'intensité, mais j'y suis quasiment. Donc d'après énoncé, il est de cette forme-là. Sinus, oméga t, plus alpha, moins psi. D'après énoncé. Si je passe en régime sinusoïdal forcé cette expression, ça je pourrais comparer les deux, ça donne I de t égale I0 moins J exponentielle J oméga t plus alpha moins psi. Ouais, et donc je dois comparer cette expression et cette expression-là. Voilà, l'expression qui est là et l'expression qui est là. Donc je compare les deux. Et donc ce que je peux faire, c'est que l'expression à l'étoile, je peux la mettre sous forme polaire, parce qu'en fait elle est déjà sous forme polaire en bas, et je vais identifier ensuite I0 et psi. Suivante. Donc I c'est de la forme moins J oméga, attendez je reviens en arrière, phi 0, voilà. Donc ça c'est mon calcul. Il faut que ce soit de la forme moins J I0 exponentielle J oméga t plus alpha moins psi. Et ce que je vois quand j'écris cette égalité, c'est qu'il y a des termes qui s'en vont. Oméga t plus alpha, il s'en va. Le moins j aussi, s'en va. Donc finalement, j'ai une équation qui est un peu différente. C'est oméga phi 0 r plus jl oméga. Le exponentiel j, il a complètement disparu. Et ça fait 0 exponentielle moins j. Alors ici, il faut faire attention à un truc, c'est que oméga, grand oméga, il peut être négatif. Il y a un petit warning là. Donc ça, il faut quand même faire attention à ça. Normalement, le oméga, il est toujours positif, hein, quand vous travaillez en électronique, hein. Les fréquences, on les prend toujours positives, hein. On dit pas moins 50 Hz, hein, on dit toujours 50 Hz, 1000 Hz, etc. Là, il faut quand même faire attention, puisque oméga, c'est oméga moins oméga 0, eh bien, ça peut être franchement négatif. Donc, il faudra quand même faire attention à ce truc-là. Alors, le coup de chance, c'est que si vous ne faites pas attention à ça, vous allez quand même tomber sur le bon résultat. Donc ça, c'est bien. Mais on va quand même faire les choses le plus
correctement possible. Donc, donc à un moment donné, je traiterai le cas où oméga est positif et oméga est négatif. Donc c'est parti, je calcule, je mets ça sous forme polaire. Donc ça fait le module de ça fait valeur absolue d'oméga. Phi 0, bah, c'est positif. Racine de r carré plus L carré, oméga carré, exponentielle J, l'argument de tout ce complexe. Et donc là, on peut identifier I0. On peut identifier I0. Alors je vais essayer de faire un peu mieux que ça, en fait. Je vais essayer de faire un peu mieux que ça. C'est que je vais considérer le cas où I0, en fait, il peut être négatif. Enfin, ça va m'arranger au niveau des calculs parce que si I0 ne peut pas être négatif, en fait, il va falloir que je traite le cas oméga, grand oméga positif, grand oméga négatif. Alors que si j'autorise I0 à être négatif, c'est un petit peu plus simple. D'accord? Donc, c'est parti. Donc, ça fait grand oméga, exponentielle J, argument d'oméga. Je vous montre la page d'avant. Donc, l'oméga qui est là, exponentielle J, argument d'oméga. Je vous rappelle que l'argument d'un produit, c'est la somme des arguments. Et avec les propriétés de l'exponentielle, on peut faire sortir ce terme-là. J'ai commencé à l'écrire. Ensuite, fois phi 0 sur racine de r carré plus L carré oméga carré c'est égal. Donc je vérifie que j'ai pas oublié de terme. Si j'ai oublié un terme. Exponentielle j, l'argument de phi 0 sur r plus j L oméga, c'est égal à I0 exponentielle moins j psi. Et ce truc-là, ben, c'est rien d'autre qu'oméga. Ben, c'est là que du coup, j'ai pas besoin de traiter le cas grand oméga positif, grand oméga négatif, hein. En fait, ici, c'est tout simplement oméga. Hein, lorsque oméga est positif, l'exponentielle de j, l'argument d'un réel positif, c'est 0. Donc ce truc-là, ça vaut 1. Donc c'est bien oméga. Lorsqu'oméga est négatif, eh ben, l'exponentielle de j, argument d'un nombre négatif, c'est pi, ça vaut moins 1. Et on retrouve aussi oméga. Donc là, je vous laisse méditer ça. Et du coup, j'ai résolu mon petit problème de cas au grand oméga positif, grand oméga négatif. Donc ça fait oméga, phi 0. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous l'avez pas vu le problème, hein, que oméga, grand oméga peut être négatif, ben, en fait vous tombez quand même sur le bon résultat. Ben, tant mieux. Et on a l'argument. Je réécris hein, de réécriture. Ça fait I0 exponentielle moins J psi. Et donc finalement, j'arrive à l'expression de I0. Alors I0, il peut être négatif, hein, parce que grand oméga peut être négatif. Bon, après tout, c'est pas gênant. Voilà, grand oméga est négatif. Et psi, c'est moins l'argument. Je le réécris une dernière fois, mais
Là, c'est vraiment être plus simple. Et ça, vous savez que c'est l'argument d'un quotient, la différence des arguments. J'ai encore la place de l'écrire là. Et donc, ça fait arc-tangente L oméga. Arc-tangente de L oméga sur R. Et ça répond à la question. Donc la question petit b, c'est une question qui est assez... il y a pas mal de travail à faire pour arriver au bout de cette question-là. On passe à la suite. Donc je vous remonte l'énoncé. Petit c, alors dans l'énoncé on vous demande tangent de psi. Bon, en fait j'ai carrément donné l'expression de psi, donc ça c'est encore mieux. Ensuite, question C. Pour réussir la suite de l'énoncé, il faut bien connaître son cours. C'est-à-dire que si vous connaissez bien votre cours, c'est facile. Si vous connaissez pas votre cours, ben en fait vous y arrivez pas, tout simplement. Donc on va calculer le moment magnétique des bobines et ensuite on va calculer le couple que exercé sur ces bobines. Donc il y a deux formules du cours qu'il faut connaître. Donc là, je vous invite à bien connaître votre cours. Donc, question petit c, on va commencer par le moment magnétique. Donc, le moment magnétique, par définition, c'est I fois S. Et comme il y a N spire, ça fait ça. Donc, ça fait N, base de T, voilà. L'expression, on l'a déterminée à la question d'avant. J'ai mon expression. Et attention, comme c'est un vecteur, j'ai oublié le vecteur, excusez-moi. C'est dirigé, j'y arrive. C'est dirigé suivant le vecteur petit n. Donc, je vais vous remontrer rapidement l'énoncé. Voilà, le schéma d'énoncé. Petit n, c'est perpendiculaire à la surface. Donc, le moment magnétique, il est suivant ce vecteur petit n. Ensuite, on calcule le moment de la force. Plutôt, excusez-moi, le couple exercé sur ma spire, enfin, sur mes spires. Et c'est M vectoriel B. Voilà, c'est là que je vous disais, il faut bien connaître son cours. C'est-à-dire que si vous connaissez ces formules-là, c'est très facile. Bon, j'encadre la formule, mais je ne devrais pas l'encadrer complètement. Et si vous les connaissez pas, ben voilà, on y arrive, tout simplement, on n'y arrive pas. Et ce qui nous intéresse, c'est le gamma suivant l'axe de rotation, c'est-à-dire gamma z. C'est-à-dire que dans tout ce que je vais calculer gamma z. Gamma z, c'est gamma scalaire z. Et donc j'ai un produit vectoriel à calculer. Donc c'est n i de ts cosinus oméga t plus alpha. Donc là, il faut que vous ayez revoir l'énoncé. Je le remonte dans un instant. Ça, c'est suivant EX. Ça, c'est suivant EY. Et rien suivant EZ. Vectoriel. Là, j'ai manqué un petit peu de place. Je vais l'écrire bon, je vais l'écrire ici. Le champ magnétique, c'est B0 cosinus oméga 0t, suivant EX. 0 sinus oméga 0t suivant E de Y. 0 suivant EZ. Et dans tout ça, je vais prendre uniquement la coordonnée suivant Z. Donc, je mets le produit scalaire ici. Gamma Z, ça vaut quoi? Ben, ça vaut ça fois ça.
moins ça, fois ça, enfin, c'est ce que vous connaissez bien. Et ça donne B0 N I S cosinus oméga t plus alpha sinus oméga 0 t moins sinus oméga t plus alpha cosinus oméga 0 t. Et on ferme la parenthèse. J'espère n'avoir rien oublié. Est-ce que vous reconnaissez c'est P0N fois S? On reconnaît phi 0. Donc on va faire la simplification. Et je vais aussi utiliser une formule Trigo. La formule Trigo, je vais l'écrire ici. C'est sinus. Alors, je vais mettre sinus A moins B. C'est égal à cosinus B sinus A moins sinus B cosinus A. Oui, c'est ça. Donc alors là, il faut bien identifier le cosinus B, en fait, c'est ce truc-là. Et petit a, c'est ce truc-là. Donc finalement, et je remplace B0N par phi 0. Donc ça me donne gamma Z égale phi 0. I de t, je le remplace tout de suite. Ça fait I0 sinus oméga t plus alpha moins psi fois sinus. Alors A moins B, donc c'est oméga 0 moins oméga. Je réarrange tout de suite les termes moins alpha. Et là, j'ai un produit de sinus, donc je vais réutiliser une formule Trigo. Et ce que je vais faire, c'est, comme la fonction sinus est impaire, je vais sortir un signe moins. Je vais mettre un facteur un signe moins, je le sors, et je vais retrouver oméga. Donc ça donne le calcul qui suit. Donc gamma z, ça fait phi 0, avec un signe moins, I0, sinus oméga t plus alpha moins psi, sinus oméga t plus alpha. Sauf erreur, ça donne ce truc-là. Je vérifie quand même que j'ai pas fait d'erreur. Et là, j'utilise une formule Trigo. Une deuxième formule Trigo. Donc, bien sûr, les formules Trigo, c'est évident, mais vous avez intérêt à bien les connaître. Si vous ne les connaissez pas, vous allez vraiment vous compliquer la vie. Donc, la formule Trigo que je vais utiliser, c'est la suivante. Sinus A, sinus B, c'est un produit de fonction sinusoïdale. Il y a un facteur 1,5. Parce que ce que je vais écrire ici, c'est une somme. Donc, si c'est une somme, j'additionne des deux cosinus, donc la valeur maximale, ça sera a priori 2. Pensez à mettre un 1,5 devant. Ce que je vous donne, c'est un moyen mnémotechnique. Et ça donne cosinus. La somme et la différence. Donc ici, ça fait 2 oméga at plus 2 alpha Bon, excusez-moi, je suis en train de... Je vais écrire la formule Trigo tout simplement. Ici, donc, on a A plus B, A moins B. Après, la question, c'est de... Est-ce que je mets un plus ou un moins? Donc, les formules Trigo, moi, je les connais pas par cœur. Je sais à peu près la forme qu'elles ont et je le retrouve à chaque fois.
Ça prend un petit peu de temps, mais bon, ça, en général, je ne me trompe pas trop. Donc si je prends a égale 0, normalement, je devrais avoir un signe moins. Si je prends b égale 0, ça marche aussi. Si je prends a égale pi sur 2, a égale pi sur 2, ça fait... Ah, non, ça marche pas. Le signe moins, il est là. Et là, on a un signe plus. Voilà. Donc, j'arrive à l'expression de gamma z. Ça fait moins i0, i0 sur 2, facteur de cosinus de la différence. Alors, quand je fais la différence, eh ben, je vais tout de suite simplifier, hein. Je vois bien que les oméga t plus alpha, ils se simplifient. Donc, j'ai cosinus de moins psi. Moins la somme, ça fait 2 oméga t plus 2 alpha, moins psi. Et quand je fais la moyenne, donc ça, je peux déjà encadrer ce résultat. Et quand je fais la moyenne, eh ben, je me rends compte qu'il y a sur les deux cosinus, il y en a un qui dépend vraiment du temps, c'est le deuxième, et donc sa moyenne vaut 0. C'est une moyenne nulle. Et j'ai finalement l'expression de gamma z qui vaut moins phi 0, i0 sur 2 cosinus de psi. Ah, pourquoi j'ai enlevé les signes moins? Parce que la fonction cosinus, elle est paire. Donc ça, c'est quand je fais la moyenne. Donc maintenant, il faut que je travaille, ce terme-là. Hein, je vais quand même dans l'énoncé où j'en suis. Donc la question C, on déduit la valeur moyenne. Donc là, je suis encore dans la question C. Ça, je vais remplacer le cosinus de psi. Je vous rappelle l'expression de psi. Hein, donc psi, c'est arc tangente de L oméga sur R. Donc, et le cosinus de psi, on, on peut l'exprimer, ça donne quelque chose de relativement simple. On va passer. Donc, et là, on fait toujours attention au fait que L oméga, il peut être négatif. Donc, ici, ça devrait pas être trop gênant. Si psi, en fait, il est là. Il est là, hein, effectivement. Psi, c'est arctangent de L oméga sur R. Donc, psi peut être négatif. Hein, donc, ça, c'est pas gênant. Et forcément, d'après Pythagore, l'hypoténuse, hein, ça vaut r carré, racine de r carré, plus le carré, oméga carré. Donc finalement, d'après ce triangle, vous voyez, c'est le genre de dessin que vous faites au brouillon. Hein, quand vous avez cosinus de arc tangente, et ben vous faites vite fait ce dessin au brouillon, et vous pouvez dessiner un triangle et vous mettez les longueurs que vous voulez pour que ça s'arrange bien, que vous puissiez calculer cosinus de psi. Et ici, cosinus de psi, c'est simplement r sur racine de ce truc-là, que L oméga soit positif ou négatif. Ça, c'est pas du tout gênant. Un cosinus de psi va me donner à chaque fois une grandeur positive. Donc cosinus de arc tangente, oui, cosinus de psi en fait, tout simplement, c'est R sur racine de R carré
plus L carré oméga carré. Donc ça, parenthèse, je la ferme. Et je vais pouvoir calculer le moment moyen qui s'exerce sur mon rotor. Donc ça fait moins phi0. Alors I0, c'est le moment de se rappeler de son expression. Voilà. Donc c'est phi0. Je fais un petit peu trop vite. Oméga phi0. Donc c'est phi0 au carré, tout simplement. Je simplifie tout de suite. Oméga sur racine de r carré plus L carré oméga carré cosinus. Donc j'ai un facteur de 1 demi, faut pas oublier. Cosinus de psi, donc ça fait R sur racine de R carré plus L carré oméga carré. Donc on arrive finalement à l'expression du moment moyen qui s'exerce sur mon rotor. Donc, vous pouvez remarquer que c'est quand même un gros travail hein, d'arriver à ce résultat. Hein, c'est pas immédiat. On arrive à moins phi0 carré R oméga sur 2 R carré plus L carré oméga carré. Hein, vous avez remarqué que la racine apparaît 2 fois. Et donc on a une simplification. Voilà pour l'expression du moment qui s'exerce sur le rotor de mon moteur asynchrone. Là, il est temps de tracer la courbe. Et donc, allons-y. Hein. Donc je recopie la formule. Alors, ça fait phi0 carré R. Oméga, il y a un signe moins. Sur 2 R carré plus L carré oméga carré. Ce que je vais tracer, c'est mon moyen. Alors, je vous montre l'énoncé hein, pour que vous voyez un petit peu où on en est. Donc, j'ai répondu à la question C. Et en fait, la question D et E, c'est simplement, voilà, on exploite les résultats qu'on a obtenus avant. Donc, je m'éloigne un petit peu de l'énoncé, mais il faut vous dire que le gros du travail est fait. Hein. Donc, l'application numérique en particulier, je la fais pas. Je la fais pas. Et je vais m'intéresser euh, au couple, tracer le couple, puis la puissance de ce moteur. Donc, gamma Z comme ceci, c'est oméga. J'ai placé oméga 0 ici. Alors, bien entendu, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est remplacer, c'est refaire apparaître au petit oméga. Parce que le petit oméga, c'est ce qui concerne l'utilisateur, en fait. Donc, si oméga est... Donc là, si oméga est... Pour tracer la courbe, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer des points évidents. Lorsque oméga égale oméga 0, je sais que le moment est nul. Voilà, on le voit ici, hein, c'est ça nul. Ce que je vais faire aussi, c'est donc, et ce que je peux voir aussi, c'est que la courbe, elle, lorsqu'elle traverse l'axe des abscisses, elle le fait avec une pente négative. En fait, je le vois ici, hein, c'est moins oméga. Si je distribue le oméga dans la parenthèse, j'aurai une pente négative. Donc je sais déjà que j'ai ce bout-là de la courbe. Ce que je peux faire ensuite, c'est je regarde ce qui se passe lorsque oméga devient très grand. Lorsque oméga devient très grand, petit oméga, je vois que ce terme-là est équivalent à une constante fois oméga avec un signe moins. Et le terme au dénominateur, il est équivalent à du oméga carré.
Donc quand oméga est très très grand, et ben le dénominateur tend plus rapidement vers l'infini, si je peux le dire comme ça, que le numérateur. Donc ça va tendre vers zéro. Donc là, il n'y a pas 36 façons de tracer la courbe. Ça fait un truc comme ça. Et ça tend vers zéro. Voilà. Ce qu'on peut remarquer aussi, la fonction que je trace, elle a un point de symétrie qui est ici. Si vous ne le voyez pas, c'est pas grave. Vous pouvez aussi remarquer que quand oméga est très très grand, mais du côté négatif, hein, lorsque oméga tend vers moins l'infini, eh ben, vous allez, avec le même genre d'argument, montrer que le moment tend vers zéro. Donc la courbe, elle va ressembler à ça. Voilà. Ça fait une courbe qui ressemble à ça. La plage d'utilisation de ce moteur, elle est ici. Je trace en gras. Effectivement, si à un moment donné, votre moteur, vous l'utilisez, vous êtes en montée par exemple, hein, vous savez que le système il a tendance à ralentir. Hein, lorsque vous êtes en montée, ben, il faut fournir un peu plus de couple, et même en fournissant un peu plus de couple, on peut avoir tendance à perdre de la vitesse. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque vous êtes dans cette zone-là. Lorsque vous êtes dans une montée, le oméga, donc, en gros qui est lié à la vitesse des roues, hein, ou la vitesse de votre rotor, il a tendance à diminuer et le couple il augmente. Donc ça tombe bien, hein. Il faut fournir plus de couple parce que on commence à ralentir, donc il faut relancer la machine. Et ben il y a plus de couple, donc tout va bien. Inversement, lorsqu'on est en descente, lorsque le moteur n'a plus besoin finalement de fournir tellement de couple parce que ça va tout seul, eh bien là aussi on voit qu'on est dans la bonne situation. Lorsque le moteur lorsqu'on est en descente, qui a besoin de moins de couple, effectivement, euh, c'est le cas lorsque je travaille sur cette zone-là. Ce ne serait pas le cas si je travaillais sur cette zone-là. Si je travaille sur cette zone-là, c'est instable. Hein, ce qui se passe, par exemple, mon moteur, il entraîne, vous avez compris, hein, c'est un moteur de locomotive, par exemple, dans une montée, il y a besoin de plus de couple pour assurer une vitesse constante, par exemple. Donc la montée démarre, le système, bah, tant qu'il réagisse, le train il ralentit un petit peu, et ce qui se passe, c'est que le couple diminue. Donc en fait, ça empire la situation. Hein, c'est comme, voilà, il y a besoin du couple, et au contraire, le moteur, il en fournit moins. Et donc le système, il va continuer à ralentir, et donc ça, c'est pas bon. Et inversement, si on est en descente. Donc la bonne plage d'utilisation, elle est là. On peut également tracer la puissance du moteur. Donc la puissance, je l'écris ici, c'est le couple oméga. Donc moi, je vais le garder comme ça. Et lorsque je trace la courbe, ça ressemble à ça. Là, on est oméga 0. Alors, je peux reprendre cette courbe-là, puisque la gamma z moyen est tracé. Et lorsque je multiplie par oméga, ça va forcer la courbe à passer par l'origine. Et je passe aussi par ce point-là. L'allure de la courbe entre oméga et oméga 0, ça va être comme ça à peu près. Et ce qu'on va remarquer ensuite, c'est que lorsque, là il faut que je reprenne l'expression qui est au-dessus, lorsque fais une étude en équivalent, si je multiplie ce truc-là par oméga et que je fais tendre oméga vers l'infini, cette fois-ci l'équivalent est en oméga carré au numérateur et l'équivalent est en oméga carré au dénominateur. Donc ce truc-là tend vers une constante négative. Donc quand je trace la courbe, ça va donner cette fois-ci quelque chose comme ça. Ça tend vers une constante. Et pareil de l'autre côté.
évidemment, on va essayer de travailler la zone de travail, hein, est toujours au même endroit, hein, c'est proche un petit peu avant oméga 0. Ce que vous montre ce graphe, c'est que le moteur asynchrone peut également servir de génératrice. Donc ça peut être très intéressant, évidemment, puisque plutôt que toujours l'exemple du train, hein, lorsque vous avez un train qui arrive près d'une gare, hein, en plus c'est prévu, hein, eh bien, vous pouvez très bien modifier la valeur d'oméga 0 et vous arranger pour que travailler dans une zone où le moteur va se comporter en génératrice. Donc ça, c'est assez étonnant comme résultat. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que le moteur asynchrone fonctionne comme génératrice à la seule condition que vous l'alimentiez. C'est-à-dire qu'il y a quand même un champ magnétique tournant qui soit, euh, qui soit actif, hein. Donc c'est assez curieux, hein. Ce moteur vous donne de l'énergie, vous renvoie de l'énergie sur le réseau, que si en fait il en consomme un petit peu. On pourrait dire comme ça, hein. Parce que il faut toujours qu'il y ait un champ magnétique tournant. Donc c'est à ce niveau-là qu'il y a toujours un petit peu de consommation d'énergie. Et le bilan global, hein, c'est quand même que lorsque vous travaillez au-delà de oméga 0 ou en oméga négatif, hein, donc c'est le train qui irait à l'envers en quelque sorte, eh bien votre système peut se comporter comme générateur. Et ça, c'est très intéressant. Et je ne l'ai pas dit au début, mais les moteurs asynchrones, un des avantages qu'ils ont, c'est qu'il n'y a pas besoin d'alimenter le rotor. Il n'y a pas besoin d'un système de balai pour alimenter les bobines qui se trouvent au niveau du rotor. Et ça, en général, c'est bien parce que ça limite. C'est toujours problématique, en fait, d'assurer le contact électrique entre des parties qui bougent, hein. C'est assez compliqué et c'est aussi nécessite, lorsqu'on doit le faire, plus d'entretien. Alors, si vous voulez voir un système de balai, vous prenez une tondeuse électrique, par exemple, de chez vous, ou un moteur de perceuse, par exemple. Vous dévissez les vis, vous ouvrez, hein, faites attention, hein, c'est débrancher l'appareil avant, hein, par sécurité. Et ben vous allez voir, là par contre, c'est pas un moteur asynchrone, hein. On parle de moteur universel, et dans ce cas, le rotor, le bobinage du rotor est alimenté pour le fonctionnement du moteur. Voilà, j'ai à peu près. Alors j'ai fait les questions A, B, C, et à partir des questions D, E, j'ai un petit peu modifié, mais là vous avez l'essentiel pour le moteur asynchrone. Et cet exercice, il est vraiment bien parce que on révise plein de choses qu'on a vues cette année. Voilà pour cet exercice.